retrouver pour cette émission spéciale. Nous allons aujourd'hui suer, transpirer pendant 26 minutes. Nous allons pédaler ici à Amnéville-les-Thermes, à l'intérieur du musée de la moto et du vélo. Alors pour nous guider dans cette visite, il nous fallait forcément un cycliste de choc. Le voici. Bonjour Jean-Baptiste Chapleur. Bonjour. Vous êtes le conservateur du musée. Alors comment est né ce musée ici à Amnéville-les-Thermes ? En fait, c'est mon grand-père qui a constitué sa vie durant cette collection à Lunéville et qui, en 1968, a ouvert son propre musée. Il cherchait un écrin pour pouvoir mettre toute cette collection et la ville d'Amnéville s'est proposée de le mettre en son site thermal et touristique. Alors ici, il y a une partie collection de motos, une partie collection de vélos. Combien d'engins en tout ? Nous avons d'exposer 200 véhicules, 160 motos qui retracent toutes les origines de 1895 jusqu'à 1960. Et puis une soixantaine de vélos qui vont de 1818 jusqu'à 1900. Nous, on va commencer par la collection de vélos, histoire de nous mettre en forme. Une petite visite en compagnie de Séverine Dangin et Brice Meyer. Inauguré le 2 mars dernier, le musée de la moto et du vélo se situe au cœur du centre thermal et touristique d'Amnéville. Un lieu privilégié pour mettre en valeur la fabuleuse collection de Maurice Chapleur. Ici, à travers une soixantaine de vélos, c'est toute l'évolution de la bicyclette qui est présentée. Une histoire qui débute en 1500 avec les premières esquisses de Léonard de Vinci, qui ne concrétisera pourtant jamais ses dessins. Il faudra attendre 1818 avec la première draisienne qui avait 2 roues, une poutre et une simple direction. Ce véhicule, on était à cheval dessus et on avançait avec les pieds. Ensuite, il y a 2 Lorrains, les frères Michaud, qui sont de Bar-le-Duc, qui ont l'idée de mettre un pédalier sur l'axe de la roue avant. Ils se présentent à une course de draisienne et ils gagnent. Succès quasi immédiat et ils en produisent jusqu'à 200, 250 par mois, ce qui est une production relativement importante. L'objectif étant toujours d'aller plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le diamètre de la roue avant. C'est ainsi que naît le Grand Bi. Donc sur le Grand Bi, pour monter sur le Grand Bi, ce qui est la principale difficulté, ou pour en descendre, il faut mettre les pieds sur ces cale-pieds qui sont à l'arrière, et monter progressivement jusqu'à la selle. Pour descendre, l'opération se fait en sens inverse. On a aussi une petite caractéristique sur cet autre Grand Bi, sur cette pédale qui est en bronze, avec un gland, ici, qui permet de laisser bien la pédale à plat pour pouvoir mettre le pied et ne pas se prendre les pieds dans les pédales. Le vélo poursuivra ainsi son développement jusqu'aux années 1900, où il aura cette fois gagné en confort et acquis toutes ses caractéristiques et techniques actuelles. Ce vélo a la particularité d'être complètement en bois, à savoir les jantes, les garde-boue, le cadre. C'est en fait surtout le cadre qui est la principale caractéristique de ce vélo, puisque c'est un cadre complètement cintré qui accompagne d'un seul jet toute la bicyclette. On a ce vélo en bois parce que en fait, c'était un vélo de luxe qui avait été fait dans les années 20 pour les élégantes de l'époque. Et c'était un juste retour des choses puisqu'on avait commencé par le bois et on passe à la ferraille et on revient au bois. Après 1900, en effet, chacun laissera libre cours à son imagination et l'on verra apparaître toutes sortes d'engins comme la triplette, sorte de tandem à 3 places créé au moment des congés payés vers 1935, ou encore ce tandem dos à dos à vocation publicitaire. Toutes ces machines, toutes ces pièces ont pour nous tous, nous, nouvelle génération, un intérêt qui est indéniable. Et, quand on voit les ingénieurs d'aujourd'hui produire tout ce qu'ils font, ils n'ont pas, à mon avis, toujours conscience que ça a été déjà fait, déjà réalisé. J'ai tendance à dire qu'en mécanique, tout a déjà été fait, en mécanique pure, pas en électronique où on adapte seulement avec les matériaux d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est passionnant de voir que des personnes comme nos grands-parents ont pu concevoir toutes ces machines avec autant de technique et d'ingéniosité. Superbe collection que vous pouvez donc admirer tous les jours ici au musée d'Amnéville-les-Thermes. Alors une soixantaine de vélos. Jean-Baptiste, forcément, vous avez votre préféré, votre petit chouchou? Tout à fait, j'ai un vélo que j'affectionne tout particulièrement et qui porte très bien son nom puisqu'il s'appelle le Superbe. Et qu'a-t-il de superbe? Il a un cadre tout en rondeur, il a des roues qui sont de tailles différentes, il a un dessin qui est tout à fait dans la mouvance de l'école de Nancy. Et puis il a également un porte parapluie.
D'accord. Ce qui lui a valu un surnom par tous les groupes qui viennent nous visiter, qui est il a été attribué à Mary Poppins. Ah oui, c'est mignon. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes plus moto que vélo. On se demande bien pourquoi. Dans la suite logique des choses, la moto vient après le vélo. Mais c'est vrai que si l'on collectionne les motos d'avant 14 et que l'on veut rouler avec, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup pédaler. Trop fatigant. C'est sûr. Et les motos de 1920 ont quasiment toutes des boîtes à vitesse, ce qui permet d'avoir un usage tout à fait courant de ces machines. Alors ici, vous avez 140 motos, c'est ça? 140 motos et une grosse partie de motos d'avant 14, puisqu'on en a plus de 60, ce qui constituerait la plus importante collection de motos d'avant 14 que l'on connaisse en France, voire en Europe. Alors justement, cette superbe collection de motos, eh bien, je vous propose de la découvrir tout de suite. Du tout premier tricycle 2 chevaux de Dion Bouton conçu en 1897 jusqu'à cette Norton Manx, machine de course mythique des années 50, le progrès est considérable. Une évolution des procédés mécaniques rythmée par les guerres et l'ingéniosité des constructeurs. Jusqu'avant 14, ils ont tâtonné. Ils ont fait des suspensions à lame de ressort, des suspensions à ressort. Il y a même eu des machines qui n'avaient pas de suspension avant, qui étaient des fourches style vélo. Hein, et de là, la moto a évolué, a eu une évolution formidable. Il y a, au sortir de la guerre, entre les deux guerres mondiales en fait, des machines qui deviennent un peu plus utilitaires et où on passe un petit peu plus au stade industriel, bien qu'il y ait encore beaucoup de constructeurs indépendants et des petits constructeurs qui fabriquent leurs petites machines dans leur coin. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, on a toute une série de machines qui sont produites en série. Tous ces petits constructeurs disparaissent pour la plupart ou sont absorbés par des grands groupes comme Peugeot. Et on passe à un autre stade, juste avant les années 70 qui voient l'avènement des machines japonaises et des nouvelles techniques de production. Mais dès la fin de la Première Guerre mondiale, les constructeurs rivalisent de créativité et déjà savent s'adapter au marché. Alors, ce qui était dans les années 25, qui étaient des machines qui étaient faites pour dames et ecclésiastiques, avec un cadre qui était en arrondi, comme les bicyclettes de dames, parce que ces gens-là pouvaient très mal lever les jambes, hein, avec leur soutane. Hein. Et les ecclésiastiques roulaient beaucoup en motocyclette, parce qu'ils avaient une certaine instruction et ils pouvaient entretenir leur véhicule. Un entretien coûteux pour ces engins qui étaient à l'époque la pointe de la technologie et qui n'ont pourtant pas fini de surprendre. Alors, ce petit véhicule assez rigolo est un véhicule de parachutiste de la dernière guerre. Il était plié et mis dans un conteneur rond et était parachuté avec le parachutiste. De là, quand ça touchait le sol, il mettait en route, il partait. Des machines rares et parfois anecdotiques qui sont toutes en état de fonctionner, mais qui resteront propriété du musée. Suite de cette balade à l'intérieur du musée de la moto et du vélo, et avec Jean-Baptiste, eh bien, nous nous sommes accordés une petite halte forcément du côté du garage. Oui, tout à fait. C'est la reconstitution d'un garage qu'aurait pu avoir mon grand-père dans les années 50-60. Alors donc si c'est le garage qu'aurait pu avoir votre grand-père, ça veut dire qu'il n'en a pas eu, donc il n'a pas démarré en tant que garagiste? Non, avant-guerre, il a fait plusieurs petits boulots, notamment chez un déménageur qui lui demandait tous les matins d'aller allumer un poêle. Pour allumer ce poêle, il avait besoin de vieux papiers qui se trouvaient dans le grenier, et il s'avère que ces vieux papiers étaient en fait des affiches de 2 roues. Alors ces affiches publicitaires de vélo, on en retrouve ici au musée? Bien sûr, elles ornent tous les murs du musée. Elles ont été restaurées il y a quelques semaines et on peut les admirer encore aujourd'hui. Alors des affiches, il est passé au vélo, puis à la moto, logique. Alors si nous sommes ici, c'est grâce à votre grand-père. Portrait donc de Maurice Chapleur et de sa famille, une famille qui a toujours vécu pour sa passion. Le musée du vélo et de la moto est peut-être basé aujourd'hui à Amnéville, mais c'est à Lunéville que l'histoire des Chapleurs a pris racine et que cette formidable collection a débuté. Autour de cette machine de 1899, 3 générations de passionnés. Maurice, le grand-père, Daniel, son fils, et enfin Jean-Baptiste, son petit-fils.
Mais c'est Maurice, bien sûr, qui est à l'origine de cette collection. Et à 17 ans seulement, ce dingue de 2 roues restaurait déjà des engins et il le fait encore aujourd'hui. Mais il me chatouille quand je ne fais rien. Il faut que j'ai une lime, faut que j'ai des clés, faut que j'ai un marteau. Voilà. Je suis un peu dingue de ça, quoi. Après 73 ans de mécanique, la passion est toujours intacte et les 2 roues n'ont plus de secret pour Maurice. Certains engins, comme le quadricycle par exemple, ont plus d'1 siècle d'existence. Il manquait des pièces bien sûr, pas de souci pour Maurice, il les a refaites lui-même grâce à son savoir-faire et des documents. J'ai toujours récupéré toute la documentation que je trouvais. Je me renseignais auprès de plus vieux, de vieux garagistes, et puis ça me passionnait, quoi. Difficile également pour son fils, Daniel, de ne pas tomber dans la marmite de la moto. Déjà tout petit, Daniel passait des heures à regarder son père travailler. J'habitais dans un village, et en dehors de mes heures, je réparais les vélos. Des motos, il n'y en avait pas du tout. Je réparais les vélos. Et lui, il avait 2 ans, 3 ans. Je le mettais sur mon établi, sur un petit banc, il avait un grand établi, il était là. Il restait toute l'après-midi, le temps de réparer, je les ai dit. Et puis un jour, il m'a dit, dis papa, quand tu seras mort et puis que je serai grand, ce sera pour moi tous les outils. Oui, c'est la vérité. À l'époque, on habitait à la campagne, et bon, il avait son atelier, j'étais avec lui tout le temps, assis sur le bord de l'établi. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Puis les années ont passé, Daniel a appris le métier et a donc aidé son père pour la restauration des motos. Je faisais beaucoup la partie cycle, lui faisait les moteurs, hein, au départ. Et bon, après, on les remontait, on faisait de la mise en route, on les essayait, on roulait avec. Ce qui se produisait, c'est qu'on travaillait malgré tout beaucoup le lundi, ayant une affaire de 2 roues. Cette affaire-là était fermée le lundi, alors on travaillait beaucoup le lundi et bon, le dimanche matin. Et quand les chapeleurs veulent à tout prix un engin, Maurice, Daniel et Jean-Baptiste lâchent difficilement le morceau. Donc pour récupérer un certain véhicule qui est le monotrace, hein, qui est au musée, on a dû aller chez ce brave monsieur pendant 7 années différentes. C'était à côté de Chaumont. Et il y venait uniquement pendant les vacances, c'était un Parisien. Et tous les ans, quand on passait dans le coin, on s'y arrêtait. Et on voulait lui acheter. Il ne voulait jamais nous le vendre, parce que c'est un vieux souvenir. Et un jour, son épouse était là, hein, et elle lui a dit, mais vends-le. Et de là, on l'a acheté. Et on y a aidé pendant 7 années différentes. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi il y a tant de belles motos à Amnéville. C'est la passion et la patience des chapeleurs qui ont permis de constituer cette collection. Il y a eu à l'origine Maurice Chapeleur, puis Daniel Chapeleur, et maintenant vous, Jean-Baptiste. C'est grâce à votre grand-père, finalement, cette passion. Tout à fait. Quand vous savez que toute ma jeunesse, je l'ai passée à chiner, à aller chercher dans les vieux magasins, dans les vieux garages, dans les vieilles granges, tous ces véhicules, on ne peut être que, par la force des choses, passionné par les antiquités et les brocantes. Alors votre grand-père, votre papa, c'était plutôt l'aspect mécanique qui les intéressait. Vous êtes très attiré par le côté historique et artistique. Et c'est la mise en valeur de tous ces objets historiques qui ont derrière plusieurs histoires. L'histoire propre du véhicule, mais aussi l'histoire de la machine, comment elle a été découverte, comment elle a vécu et comment aujourd'hui son histoire se pérennise dans le temps. Alors votre musée est un musée nouvelle génération. On a essayé de faire participer au maximum le visiteur pour qu'il ne soit pas passif devant ces objets, mais aussi pour qu'il soit attiré par l'histoire, par la petite histoire. Donc ça, c'est tout le côté pédagogique. On a aussi accentué tout l'aspect ludique pour qu'il puisse jouer et participer pleinement à sa visite. Alors pour ça, vous avez donné carte blanche à un artiste qui a réalisé toutes ces sculptures ludiques. Portrait de cet artiste signé Xavier Descamps et Emmanuel André. Au détour d'un couloir du musée, vous pouvez apercevoir de drôles de sculptures. Un vélo qui actionne une roue à effet visuel, ou même encore 2 engins qui permettent de s'affronter en duel. Nous avons retrouvé à Strasbourg, s'il vous plaît, l'artiste qui a conçu ces œuvres. Il s'agit de Daniel Deputeau, un petit génie qui s'est donc amusé à réaliser ces drôles de machines. Il y a 5 machines
donc la fameuse course du vélo, ou l'enfer du Nord. Il y a dans la ville avec le cinéma, avec les effets spéciaux, j'ai reconstitué un zootrope qui est l'ancêtre du cinéma, qui est aussi contemporain à peu près des recherches sur le vélo. Et donc on actionne aussi en pédalant. Et il y a un tambour qui tourne avec des fentes. Et quand on regarde à travers ces fentes, on voit un cycliste qui roule. Il y a un grand point commun entre Daniel de Puteaux et la famille Schaeffler, les créateurs de la collection. C'est la passion de ceux qui roulent et qui tournent. On ne pouvait que se rencontrer, c'est les deux mondes du vélo, du musée du vélo et de la moto et le mien, c'est les mécanismes. Si on regarde le système de la suspension de fourche de moto, moi je retrouve des choses qui me touchent parce qu'on a essayé absolument tous les systèmes et les systèmes les plus compliqués. Quand je fais une sculpture, c'est pareil. Je prends le système le plus compliqué qu'on puisse imaginer et ensuite je simplifie avec beaucoup d'efforts. Il est évident que les 5 œuvres exposées au musée du vélo ne sont pas les seules. Daniel crée depuis 20 ans et il a trouvé son filon. Rendre vie à des objets que l'on croit morts, comme ici par exemple, ce bras articulé l'inspire, voyons ce qu'il va en faire. J'ai récupéré ce truc-là, je ne sais pas bien ce que c'est. Mais le mouvement est assez intéressant, je trouve qu'il y a un mouvement intéressant et un bruit aussi. Et au bout de 3 heures de soudure... Ça coince un peu là, non? Non, ça marche, ça marche pas si mal. On va mettre un petit peu d'huile. Voilà malheureux, surtout pas d'huile, on va perdre le cuic. Quel drôle d'oiseau celui-là. Au-dessus de l'atelier, il y a l'exposition personnelle de Daniel, ses plus belles œuvres. Et on peut dire que lorsqu'il branche le courant, cela fait un sacré vacarme, mais vous savez quoi? C'est fait exprès. Il y a un côté un peu expressionniste, donc un peu excessif, c'est à partir du moment où on travaille un petit peu dans le trop et dans l'excès, faut pas mettre les freins. Donc oui, j'essaye de faire quelque chose d'un peu saisissant, d'un peu poignant, d'un peu artistique. Mais pas le temps de se reposer, à peine a-t-il terminé les soudures de sa dernière œuvre que Daniel réfléchit déjà à sa prochaine. Il n'y a pas à dire, à cet homme-là, le petit vélo dans la tête, il s'arrête jamais. Au musée de la moto et du vélo, il y avait déjà les sculptures ludiques, très originales, plutôt attrayantes, mais il y a encore plus fou et plus rigolo, ce sont... Les drôles de vélo. Alors qui vous a donné ces drôles de vélos, Jean-Baptiste? Ces drôles de vélo, on les a acquis par l'intermédiaire d'un drôle d'énergumène, un drôle de clown qui sévit au-dessus de Metz. Alors la visite du musée se termine par l'essai de ces drôles de vélos, vous en avez combien? On en a 12 au total qui permettent à tout à chacun de pouvoir faire un petit tour et d'essayer des vélos un peu extraordinaires. On peut les piloter sans permis? Il n'y a aucun problème, il suffit de monter dessus et rouler petit bolide. Eh bien c'est ce qu'on va essayer de vous prouver là tout de suite en partant à la découverte de cet artiste plutôt farfelu. Il y a quelques années, Gérard menait une vie routinière de représentant commercial. Mais une fois réfugié dans l'atelier de sa cave, il laissait libre cours à une créativité débordante. Un esprit loufoque en roue libre qui a donné naissance au Cyclo Circus, une collection de vélos aussi drôle qu'inutile, donc indispensable. Des vélos, c'est plus facile que des avions. Si tu veux des avions, ça demande tout de suite plus de moyens, des avions rigolos. Donc j'ai choisi le vélo, c'est plus économique. Et puis j'avais des idées pour ça, et puis c'était possibilité pour tout le monde de monter dessus, quoi. C'est ça qui me plaît en fait, c'est de faire un truc de fou et inciter les gens à monter dessus, parce qu'ils ont envie de monter dessus. Des fois ils n'osent pas, ils ont peur, mais ils ont envie de monter dessus, c'est sûr. Et le premier cobaye est au pas de sa porte. En effet, chaque prototype de Gérard est essayé par Armand, le voisin. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est ma fiancée. C'est la femme de mon cascadeur, de mon essayeur. Vraiment, il va essayer celui-là. Non, moi, si. celui-là, je ne l'ai jamais Je reste fait. à côté pour vous arrêter.
Vous allez dessus. Vous roulez tout doucement. Et puis vous freinez, vous savez, en arrière. Non. Allez-y. Non. Allez-y, Armand. Allez Armand pour la caméra. Il arrête pas d'en faire, c'est parce que vous êtes là. Allez-y, voilà. Bon, là, vous allez voir, je vais vous lâcher, mais je vais vous suivre pour pouvoir vous rattraper. Bon, vous roulez tout doucement et vous allez voir que ça va aller tout seul. C'est un génie, c'est tout. Puis il est créatif. Parce que c'est lui-même qui l'a fait de lui-même, il est créé. Il ne recopie pas les autres. Quelle est la réputation de Gérard Bertrand ici? Je sais pas si c'est fou avant sympathique ou sympathique avant fou, je sais pas. J'hésite. Ça va être à égalité. Mais les habitants du village de Gérard ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de ces folles inventions. On peut découvrir et même essayer ces drôles d'engins au musée de la moto et du vélo d'Amnéville. Par exemple, ce modèle spécial lèche-vitrine. Bah oui, en fait, c'est devenu ça. En fait, c'est devenu un vélo pour faire les magasins. Pour faire les magasins, il n'y a pas d'autre mot. Alors, démonstration? Démonstration. Gérard a ainsi créé des dizaines de modèles, parfois si ingénieux qu'il met désormais au point des vélos pour handicapés. Mais son seul mot d'ordre reste l'amusement, le sien et celui des autres. Ah là là, sacré Gérard Bertrand. Et bien voilà, notre voyage au pays de la moto et du vélo touche à sa fin. Avant de se quitter, Jean-Baptiste, peut-être un petit rappel sur les différentes animations, parce que le musée est tout neuf, mais vous avez encore de nombreux projets. Tout à fait Valérie, on a comme projet tout ce qui est multimédia, avec une grosse attraction qui sera le mur de la mort, qui était une attraction foraine qui a défrayé la chronique au début du siècle. Et puis deux expositions, du moins une exposition au château de Malbrouck, avec tout un historique sur les vélos de course et les vélos de tourisme. Et enfin, au mois d'octobre, un gros rassemblement de motards pour les jeunes et les moins jeunes, avec des motos qui, elles, roulent. Au moins, pas besoin de pédaler. Pas besoin de pédaler. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette agréable visite. On peut rappeler aux téléspectateurs les horaires d'ouverture du musée? Tout à fait, ils peuvent venir nous voir de 10h à midi et de 14h à 18h. Et il est conseillé au groupe de réserver à l'avance s'ils veulent une visite guidée. Prochain rendez-vous, lundi 17h40 avec Bienvenue chez vous, le magazine. Bonsoir et à bientôt. On pédale nous maintenant? C'est parti. Je vous suis, allez-y.